Bonjour à tous. J'essaye juste de mettre ma vidéo. Voilà, c'est bon. Normalement, vous devrez me voir. Bonjour à tous. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Et donc, moi, sans plus attendre, je vous propose de passer à la gestion de l'hypoxémie persistante chez le patient intubé. Alors, une fois qu'on a intubé le patient, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. La première question qu'on va se poser, c'est le réglage du respirateur. Et ces réglages du respirateur, finalement, il ne faut pas réinventer la poudre et il faut clairement avoir un protocole assez standardisé pour ventiler ces malades. Alors, ce qui est absolument certain actuellement, c'est qu'on a grosso modo 3 objectifs ventilatoires. Le premier, c'est d'éviter d'abîmer un poumon qui est déjà très malade et de contrôler les pressions. Et la pression majeure, d'intérêt majeur, c'est la pression plateau. Donc la pression de plateau qui n'était pas disponible sur les respirateurs de préhospitaliers ou disponible au SO et qui est maintenant disponible sur les respirateurs que vous avez. Par exemple, le Monal T60 permet de la mesurer et c'est ce qui équipe les véhicules du SAMU à Lyon. Le deuxième objectif, c'est finalement d'avoir des objectifs d'oxygénation qui sont minimalistes. L'idée, c'est que si on a des objectifs d'oxygénation délirants ou très élevés, on va faire des interventions thérapeutiques qui sont probablement ou certainement délétères chez le malade. Et dans les objectifs d'oxygénation, ce qui est admis, c'est de cibler une PO2 entre 55 et 80. Donc, vous voyez, c'est vraiment des PO2 très faibles. Ou quand on n'a pas la PO2, c'est la majeure partie du temps, que ce soit en réa, aux urgences ou dans les camions de SAMU, cibler une saturation entre 88 et 95%. Et donc, quand on a 89-90 de SAT, finalement, on est content après l'intubation. Et le troisième objectif, c'est d'avoir un pH artériel entre 7,20 et 7,45. Vous voyez, on tolère une acidose, la plupart du temps respiratoire, on laisse filer la capnie. L'idée, c'est d'éviter d'abîmer le poumon plus qu'il ne l'est. Et donc, cibler, par exemple, une capno normale chez un malade qui est en insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique, c'est probablement une erreur qui va être préjudiciable pour le patient. Donc, pour arriver à ça, on utilise un volume courant qui est ajusté au poids idéal. Alors, pourquoi on ajuste au poids idéal? Parce qu'on essaye d'utiliser des volumes courants qui sont adaptés à la taille du poumon du malade qu'on utilise. Et la taille ou le volume pulmonaire, il est lié à 2 déterminants principaux, la taille et le sexe. D'où la raison d'utiliser des ABAC qui prennent en compte ces 2 paramètres, qui nous permettent de calculer un volume ajusté au poids idéal. Et tout le monde s'accorde à dire actuellement que ce volume, c'est 6 millilitres-kg. Si vous faites 7 millilitres-kg, ce n'est pas non plus un drame, mais l'utilisation de volumes plus élevés est probablement délétère pour les malades. Pour ce qui est de la fréquence respiratoire, elle est toujours élevée dans l'IRA hypoxémique, toujours. Et les valeurs maximales qui sont utilisées dans les études sur ces pathologies vont jusqu'à 35 par minute. Et on ajuste cette fréquence pour avoir ce pH cible, ce pH minimaliste entre 7,20 et 7,45. Pour ce qui est du débit, qui n'était pas ajustable ou peu ajustable sur les anciens respirateurs que vous utilisez en préhospitalier, il est recommandé d'utiliser des débits entre 40 et 60 litres par minute. Le rapport ISURE entre 1 sur 2 et 1 sur 4. Si vous mettez 1 sur 2, en général, c'est adapté aux malades. Le reste, c'est un ajustement un peu plus fin. La FiO2, elle est ajustée pour avoir la SPO2 cible, c'est-à-dire 88-95. Et enfin, le dernier paramètre très important, c'est la PIP. Quand on intube un malade qui est en insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique, la PIP minimale, c'est 5 cm d'eau. Et ensuite, je vous donnerai des moyens pour essayer de l'ajuster de façon assez simple. L'idée, c'est de régler la PIP pour avoir vos objectifs de saturation transcutanée en oxygène et pour avoir vos objectifs de pression de plateau. Je vous propose de passer cette diapositive. Quand on a intubé le malade, ou même avant de l'intuber, il faut absolument, et ça paraît évident, je pense, pour la plupart d'entre vous, mais je suis obligé de le redire parce qu'on voit de ce temps en temps ce type d'erreur, régler l'alarme de pression maximale. Pourquoi? Les pressions maximales, elles sont toujours élevées dans le SDRA. Alors là, le topo, c'est sur l'IRA hypoxémique, mais sachez que les 2 tiers des insuffisances respiratoires aiguës hypoxémiques intubées sont des SDRA. Donc, quand on intube un patient qui a une insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique, on doit le ventiler comme un SDRA avant d'avoir plus d'éléments. Et donc, ces pressions sont toujours élevées parce qu'on utilise des niveaux de PEP élevés pour pouvoir oxygéner les gens.
On utilise des fréquences élevées, et donc fréquences élevées, ça veut dire débit élevé, et donc les pressions résistives sont élevées. Dans le SDRA, les résistances des voies aériennes sont augmentées modérément, donc ça augmente les pressions résistives. Et surtout, la compliance, l'élasticité pulmonaire, elle est très souvent abaissée, et donc ça va augmenter les pressions élastiques. Et donc finalement, la seule pression qui est pertinente pour la sécurité, ce n'est pas la pression maximale, c'est véritablement la pression de plateau. La pression maximale, c'est un signe d'alerte, c'est pour ça qu'on le monitore, mais cette pression maximale, elle va dépendre à la fois des résistances, à la fois de la PEP totale et à la fois des caractéristiques élastiques du poumon. Et donc, un élément qui est important sur tous les respirateurs, c'est que lorsque la pression dépasse l'alarme de pression max, le volume courant n'est plus délivré. Et donc, en conséquence, quand on intube un malade, on pré-règle une pression maximale très élevée, 50, 60 cm d'eau, voire plus, avant le branchement sur le respirateur. Et puis, une fois qu'on a intubé le malade, eh bien, on va régler cette alarme de pression maximale, près de 10 cm d'eau, au-delà de la pression maximale observée, en fait. Voilà. Mais en tout cas, pensez bien au pré-réglage de l'alarme de pression. Alors, quand on a intubé le malade, en général, il est très hypoxémique après l'intubation. Vous savez que les drogues de l'anesthésie induisent un dérecrutement, et donc rien que le fait de faire une anesthésie aggrave l'oxygénation. Un moyen extrêmement simple, voire même simpliste, qui est proposé, et c'est celui que je vous propose ici pour le réglage de la PEP, qui me semble adapté au préhospitalier ou au SO, c'est d'utiliser une table PEP FiO2. L'idée, c'est de mettre une PEP d'autant plus élevée que le malade a besoin d'une FiO2 plus élevée et donc est hypoxémique. Et donc, je vous propose l'exemple suivant qui est en bas de la diapositive. Quand vous avez intubé un malade qui a 80% de SAT, que vous avez une PIP minimale à 5 cm d'eau, par exemple, le malade est sous 100%, vous voyez que, selon la table, on doit augmenter la PIP. Donc, on monte la PIP de façon prudente, palier par palier. Et si tu as 8 de PIP, on a 80% de SPO2, on remonte la PIP à 10, la SPO2 monte à 84%, on monte la PIP à 12, la SPO2 monte à 87%, on n'est toujours pas dans l'objectif, on monte la PIP à 14, et là, on a notre objectif de SPO2 qui est un peu dépassé, et on rebaisse la FiO2 pour arriver dans la cible. Un élément qui est très important, quelle que soit la manière avec laquelle vous réglez la PIP, c'est qu'il faut absolument penser à la tolérance hémodynamique de la PEP, qui en général est bien tolérée dans les SDRA très très sévères, mais mal tolérée dans certaines formes de SDRA, et je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc, évidemment, lorsque la PIP est associée à une dégradation importante de l'hémodynamique, eh bien, il est assez probable qu'on a atteint une limite supérieure de PIP, même si on peut céder le vasopresseur, si on a vraiment absolument besoin de monter la PIP. Un autre élément qui est important pour aider au réglage de la PIP, si vous avez un scanner qui a été fait préalablement à l'intubation, il est absolument clair que certaines formes particulières de SDRA ne tolèrent pas la PIP. C'est les SDRA dits lobaires. Vous avez un exemple sur la diapositive ici, avec des condensations dans les régions postéro-basales, et vous voyez, le reste du poumon est très bien aéré. Et quand vous mettez de la PIP sur ce type de malade, eh bien, vous avez peu de recrutement alvéolaire, c'est ce que vous avez sur le schéma du haut, et vous avez beaucoup de surdistension, beaucoup d'effets hémodynamiques de la PEP. C'est assez normal, puisque la PEP, elle va finalement pas se distribuer dans les régions qui sont blanches, qui sont non aérées, mais elle va aller dans les régions qui sont déjà bien aérées. Et donc, ce type de SDRA, quand on a la connaissance sur un scanner avant, eh bien, ne justifie pas de niveau de PEP supérieur à 8 cm d'eau. En revanche, dans les formes diffuses, dans lesquelles l'ensemble du poumon est malade, eh bien, vous avez le phénomène inverse, c'est-à-dire un recrutement alvéolaire très important et donc un effet potentiel important sur l'oxygénation, et vous avez finalement peu de surdistension. Et il y a des formes qui sont dites patchy en anglais ou mixtes en français, dans lesquelles vous avez à la fois ces condensations dans la région postérieure, sur lesquelles la PEP n'a aucun effet, et vous avez quand même des régions antérieures qui sont un petit peu mal aérées, dans lequel on va avoir un effet bénéfique potentiel avec un effet potentiellement favorable sur l'oxygénation. Alors, quand on n'a pas de scanner, eh bien, on peut avoir une radio pulmonaire préalablement à l'intubation et on peut avoir ce même type de raisonnement. Vous voyez à gauche des atténuations lobaires, des opacités qui sont lobaires. Vous voyez vraiment dans les bases, les sommets sont préservés. Et là, c'est plutôt une pipe qui ne dépasse pas 8 cm d'eau. Et à droite, vous avez l'inverse, ces lésions extrêmement diffuses dans lesquelles il semble licite de tester une PIP plus élevée.
Alors, quand on a un malade qui est très hypoxémique aux urgences, après l'intubation, qu'on a optimisé la PIP, eh bien, peut se poser, ou la question, où certains peuvent poser l'intérêt de manœuvres de recrutement. Donc, vous savez, ces manœuvres de recrutement, qu'est-ce que c'est, hein? On monte la pression délivrée par l'inspirateur avec l'idée de réaérer le poumon. Et vous avez 4 scanners ici qui ont été obtenus à des niveaux de pression qui sont extrêmement différents. Ici, vous avez un scanner qui est fait avec un niveau de pression de 19 cm d'eau, excusez-moi, de 10 cm d'eau. Puis ensuite, vous avez une pression qui est à 19 cm d'eau. Vous voyez que le poumon se réaère très bien, il devient noir. Et puis, quand on dépasse 25 cm d'eau, quelque part, on guérit le SDRA scanographique, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets. Et si vous voyez l'évolution de la PO2 en fonction des différentes pressions, hein, là encore, quand on utilise des pressions extrêmement élevées, eh bien, vous avez un effet absolument majeur sur l'oxygénation. Donc, la manœuvre de recrutement peut permettre de passer un cap très sévère en termes d'hypoxémie. Je dis peu, mais cette manœuvre de recrutement, elle n'est pas vraiment recommandée. Elle n'est pas vraiment recommandée dans la mesure où une étude récente dans le SDRA a montré une surmortalité de ce type de stratégie, avec notamment des arrêts cardiaques lors de l'inclusion et l'utilisation de niveaux de pression très élevés, jusqu'à 60 cm d'eau, hein, sur l'aspirateur. Et donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner en cas d'hypoxémie aux urgences, c'est de plutôt pas chercher à faire ce type de manœuvre pour passer un cap d'oxygénation le temps que le malade soit transféré en réanimation. Un moyen que je peux vous proposer chez le malade particulièrement hypoxémique, et là c'est quelque chose qu'on a testé sur 35 malades avec SDRA, c'est de monter la PEP et pour éviter de monter un niveau de pression trop élevé, de baisser le volume courant. Et donc dans cette étude, ce qu'on a fait, vous voyez, on a parti d'un volume courant de 6 000 kg, on a baissé le volume courant à 4 000 kg, et de façon associée, on a monté la PEP, tout en maintenant une pression de plateau à moins de 30 cm d'eau, hein. Et avec ça, vous voyez, on a donc monté jusqu'à des niveaux de PEP qui étaient de l'ordre de 15 cm d'eau, hein, et on a observé une amélioration extrêmement significative de l'oxygénation. Vous voyez, il y a la moitié des malades de cette étude qui avaient moins de 100 de rapport PO2 sur FiO2, donc une hypoxémie extrêmement sévère. Et vous voyez que l'effet sur l'oxygénation est significatif, de l'ordre de 50 mm de mercure, ce qui peut permettre de passer un cap, et je vous proposerai l'utilisation pratique de ce type de méthode, ce qu'on fait en collaboration avec le SAMU de Lyon. Et la conséquence, hein, quand on baisse le volume courant, c'est que la PCO2 hein, augmente de façon significative, et cette augmentation de PCO2, quand on est aux urgences, c'est probablement quelque chose qu'il faut tolérer si ça peut permettre de passer un cap en termes d'hypoxémie extrêmement sévère. Donc, vous avez cette possibilité, après avoir intubé votre malade, s'il reste hypoxémique, de continuer à monter la PEP en baissant le volume courant jusqu'à 4000 kg de poids prédit par la taille. Un élément qui est très, très important et qui se voit, hein, puisqu'on le voit de temps en temps au jour le jour, c'est d'éviter d'aggraver la situation. Donc, on a vu qu'essayer de faire des manœuvres de recrutement, c'est potentiellement dangereux, notamment par les effets hémodynamiques, mais très clairement, il ne faut pas dérecruter ces malades. Et donc, il y a quelque chose qu'il ne faut absolument jamais faire quand on a intubé un malade, c'est d'ouvrir le circuit de respirateur. Hein, et donc, notamment, par réaliser une aspiration chez les malades qui sont très sécrétants. Vous avez une photo ici, hein, dans ce qu'on appelle une aspiration au système ouvert. Ici, vous avez une aspiration au système fermé, c'est-à-dire qu'on aspire à travers une pièce qui dispose d'un opercule qui permet de passer la sonde d'aspiration. Vous voyez, chez le cochon, hein, quand vous comparez une aspiration, un cochon qui a un SDRA, hein, quand vous comparez une aspiration avec un système fermé, c'est les deux courbes qui sont en haut, vous avez un petit effet sur l'oxygénation. On aspire de l'air qui est dans le poumon, on le dérecrute, mais cet effet est modéré. Par contre, quand vous déconnectez la sonde d'intubation, l'effet sur l'oxygénation est absolument monstrueux. Et quand on regarde en imagerie le volume pulmonaire lors de l'aspiration, ici c'est une aspiration en système ouvert, vous voyez que le volume pulmonaire qui est représenté par la courbe, en fait, il s'écroule lors de l'aspiration. Et quand on se place 80 secondes après le début de la procédure, on a encore un volume pulmonaire qui est plus bas que celui qui était observé lors de l'aspiration. Donc, l'ouverture du circuit dans l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique est responsable de conséquences qui vont durer parfois plusieurs minutes. Et donc, il ne faut jamais ouvrir le circuit du respirateur.
si on ne veut pas dérecruter le malade, il ne faut jamais baisser la PEP en dessous de 5 cm d'eau. Il faut éviter les aspirations trachéales. Alors, je n'ai pas trop le temps de vous en parler, hein, mais un malade chez qui la ventilation se passe bien, c'est-à-dire l'alarme de pression ne sonne pas, il n'y a pas de sécrétion visible dans le circuit du respirateur, vous venez de l'intuber, il est hypoxémique, ce n'est pas la peine de l'aspirer, on va aggraver les choses. Et puis, il y a un élément qui est important, qui est souvent négligé, et moi je vous encourage à faire attention, c'est qu'on utilise très souvent des sondes d'aspiration trachéale qui sont extrêmement grosses. Et plus elles sont grosses, plus elles aspirent et plus elles les recrutent. Et il y a des recommandations américaines qui vous demandent d'utiliser des sondes d'aspiration dont la taille est inférieure à 50% au diamètre de la sonde d'intubation. Donc, quand vous avez une sonde d'intubation de 8, par exemple, eh bien, vous n'utilisez pas de sondes d'aspiration qui ont des diamètres supérieurs à 4, ce qui correspond à des sondes d'aspiration blanches de 12 French, en fait. Donc, grosso modo, comme vous utilisez assez probablement des sondes de 8 et de 7 chez l'adulte, eh bien, les sondes d'aspiration que vous devez utiliser, c'est des blanches ou des noires et pas les sondes d'aspiration de taille plus élevée. Autrement, vous avez aggravé votre malade. Un autre élément qui concerne plutôt le transfert interhospitalier, qui est le changement de respirateur. Quand un malade passe d'un respirateur de réa à un respirateur de transport, par exemple, eh bien, on est obligé d'ouvrir le circuit. Et cette ouverture de circuit, elle est responsable d'une perte absolument considérable du volume pulmonaire. Ici, sur la partie basse de la diapositive, vous avez le volume qui a été mesuré sur banc, la perte de volume mesurée sur banc. Quand vous regardez à droite, ici, hein, les pertes de volume lorsque on déconnecte le respirateur sont absolument considérables dès 5 secondes après la déconnexion. Et lorsqu'on veut éviter ça, on peut utiliser un clamp. Hein. Alors, il y a des clamps plutôt de différentes sortes, mais plutôt un clamp métallique. Cette étude l'a bien montré. Et vous voyez que quand vous clampez, eh bien, vous avez très peu de pertes de volume aéré, ce qui vous permet de faire ce changement de circuit de façon assez sécurisée. Une autre possibilité, et on le fait de temps en temps avec le SAMU de Lyon, c'est de se dire, mon malade est extrêmement hypoxémique, finalement, bon, bah, c'est pas bien d'avoir des pressions élevées, mais est-ce que je ne peux pas tolérer une pression plus élevée que je voudrais, notamment une pression de plateau à plus de 30 cm d'eau, le temps de passer le cap et de le transférer. Alors ça, cette stratégie, elle a été testée sur des malades qui étaient très graves, qui étaient référés pour avoir une ECMO véno-veineuse et chez qui a été mis une pression œsophagienne. C'est évidemment quelque chose que vous n'avez pas aux urgences, mais c'est juste pour vous montrer la preuve de concept. Vous avez ici 7 malades qui ont des pressions de plateau qui sont considérées comme étant dangereuses, hein, sur les données de la pression œsophagienne, et d'autres malades chez qui la pression œsophagienne est plutôt rassurante, avec des pressions de plateau qui sont assez similaires. Et lorsque la PIP a été montée en tolérant des pressions de plateau beaucoup plus élevées, eh bien, vous avez la totalité des malades qui ont amélioré leur oxygénation de fond considérable. Donc, il est possible d'améliorer l'oxygénation de ces malades, et ces malades qui avaient une survie qui n'était pas du tout supérieure à celle des malades sous ECMO, hein, qui était même inférieure. Donc, quand on a une hypoxémie extrêmement sévère, on peut se poser la question, notamment chez l'obèse, de monter la pression de plateau de 30 à 35 cm d'eau si vous l'avez sur votre respirateur dont vous disposez dans le camion de SAMU aux urgences. Un autre élément qui est très important et qui est très simple, c'est la curarisation, en fait. On sait, depuis les travaux de Laurent Papazian, que la curarisation améliore l'oxygénation et améliore de façon significative l'oxygénation. Ici, c'est une étude entre la première administration de curare et H24, hein, donc ce n'est pas des effets aigus du curare, mais vous voyez très clairement, vous voyez un effet sur le rapport PO2 sur le FiO2 qui est de l'ordre de 30 ou 40 mm de mercure en termes de PO2. Donc, n'hésitez pas, on intube le malade, on le curarise pour permettre d'avoir une ventilation qui se passe bien et pour améliorer l'oxygénation. Et quand on curarise le malade, le mieux, c'est de le monitorer. Et je ne vous demande pas de faire des TOF dans les conditions dans lesquelles vous travaillez, ce n'est pas possible. Mais par contre, si votre respirateur fait des pauses expiratoires et inspiratoires, faire une pause de temps en temps sur le respirateur peut permettre de détecter sur les efforts inspiratoires. Vous voyez, on fait la pause ici, hop, il y a une dépression, le malade a inspiré. Ou on fait une pause inspiratoire, hop, il y a une dépression, le malade a inspiré. Il n'est pas assez curarisé, on réinjecte et on cherche à ce que le malade soit parfaitement adapté au respirateur.
Une autre solution qui est disponible dans certains SAMU, peut-être dans certains services d'urgence à haut volume, c'est d'utiliser le monoxyde d'azote inhalé, hein, qui est un gaz qui a la particularité d'induire une vasodilatation. Et quand on l'administre sur le respirateur, eh bien, on va vasodilater les zones qui sont bien ventilées et on va améliorer les rapports ventilation-perfusion. Et ça a été très, très bien démontré, notamment dans les années 90, hein, quand vous mettez du NO inhalé, eh bien, vous gagnez en termes d'oxygénation. Ici, c'était de l'ordre de 50 millilitres de rapport PaO2 sur FiO2. Donc, c'est un moyen pour passer un cap d'hypoxémie très sévère et éventuellement transporter un malade qui est intransportable. Alors, si vous l'utilisez, en fait, c'est extrêmement simple. Hein. Le matériel requis, c'est une bouteille. Alors, il y a des bouteilles pour le transport, une bouteille B2, par exemple. C'est très facile. C'est ce qu'on utilise pour aller au scanner ou pour les transferts interhospitaliers. Un manomètre, 0,1,5 litres minute, hein, puisque les débits sont très faibles. Un tuyau pour brancher au respirateur et une pièce en T ici que vous mettez sur la branche inspiratoire du respirateur. Je vous mets ici la formule qui est utilisée pour calculer la dose. Si vous ne voulez pas vous embêter, les doses qui sont utilisées chez l'adulte, c'est entre 0,2 et 0,4 litres minute. Donc, vous mettez 0,4 litres minute de monoxyde d'azote inhalé et vous avez un effet qui est immédiat, hein, de l'ordre de la dizaine de secondes. L'oxygénation s'améliore chez environ 2 tiers des malades, ce qui peut aussi être une solution pour passer un cap d'hypoxémie extrêmement sévère. Les deux derniers points dont je voulais aborder avec vous, ce qui doit vous sembler complètement incongru, mais je vais vous expliquer pourquoi j'en parle, c'est le décusse ventral, hein, placer le malade sur le ventre, tout le monde, bien sûr, on en a parlé, notamment avec la crise Covid. On sait que ça améliore l'oxygénation. Ça améliore l'oxygénation, c'est 2 tiers des malades. Il y a 1 tiers des malades chez qui il n'y aura pas d'effet. Et chez ces 2 tiers des malades, ça s'améliore quasiment instantanément après le retournement chez 2 tiers de ces 2 tiers de malades. Donc, grosso modo, la moitié des malades qui sont mis en DV ont un effet bénéfique sur l'oxygénation quasi immédiat, ce qui peut permettre de faire passer un cap et notamment de faire un transport dans des conditions un peu particulières. Et vous voyez ici l'amplitude de l'effet, hein, 39% d'augmentation du rapport PaO2 sur FiO2 lorsqu'on utilise du DV, c'est absolument considérable. Et donc, c'est un moyen de rescue de l'oxygénation sévère. Et puis, bien sûr, quand vous êtes aux urgences, que vous avez intubé votre malade, que vous avez fait tout ce que je vous ai dit et que votre malade reste hypoxémique, se pose la question du recours à l'ECMO. Je vous en parle très rapidement, juste pour vous donner un point important. Vous voyez que dans les indications d'ECMO, lorsqu'on intube un malade, l'ECMO, selon les indications françaises basées sur l'étude Eolia, se discute lorsque le rapport PO2 sur FiO2 est inférieur à 50 pendant plus de 3 heures. Donc, ça veut dire qu'on a le temps avant de poser l'ECMO, puisqu'on ne posera pas l'ECMO dans les 3 heures. Donc, ça veut dire implicitement, et on le voit au jour le jour, parce qu'il y a eu des kilos de malades avec la crise Covid, que quand votre malade a 45 de PO2 après l'intubation, vous avez fait le maximum, il ne faut pas non plus en faire un drame, hein, et faire des choses qui risquent de tuer le malade, faire des manœuvres de recrutement de tous les sens. Vous avez vos 45 de PO2, on met en route la filière ECMO et on essaye justement de ne pas aggraver le malade, mais on ne fait pas des choses délirantes pour arriver à une aggravation qu'on ne souhaite pas. Je vous ai mis ça juste pour illustration, en fait. Hein, c'est l'ensemble de ce que je vous ai dit. On a essayé de le conceptualiser avec Pierre-Yves Dubien pour transporter les malades qui pourraient bénéficier d'une ECMO véno-veineuse sans mettre d'ECMO. Et donc, tous les principes que je viens de vous dire sont ici formalisés dans cet algorithme avec le NO, la turanisation, l'optimisation de la pipe et le clampage du respirateur lorsqu'on passe d'un respirateur de transport à un respirateur de réa, enfin l'inverse. Et puis, finalement, on aboutit à un transport qu'on considère sécurisant si on a un rapport PO2 sur FiO2 ou une PO2 à plus de 70 mm de mercure sur FiO2 100%, hein, donc ce qui paraît bas, mais c'est la stratégie qu'on a choisie il y a maintenant plus de 4 ans, avec un niveau de sécurité vraiment important, parce qu'on n'a eu absolument aucun décès de malades transportés dans ces situations. Alors, je vais conclure pour finir mon information à temps. Les bases de la prise en charge d'un patient hypoxémique intubé aux urgences ou en transport interhospitalier. Alors, premièrement, et mon collègue en a parlé, il faut absolument sécuriser l'intubation. J'en ai pas parlé, mais vraiment, les intubations doivent être faites sous ventilation non invasive parce que c'est la technique qui a le plus haut niveau de preuve.
Ça permet vraiment d'éviter les catastrophes et les arrêts cardiaques à l'intubation. Là, c'est extrêmement clair. Deuxièmement, il faut faire une ventilation protectrice avec un petit volume courant. Ça ne sert à rien d'oxygéner, ça ne va pas améliorer l'oxygénation de mettre un gros volume courant. Maîtriser la T-plate quand vous avez sur vos respirateurs, et là encore, le modèle T60 permet de la monitorer pour le préhospitalier. Curariser de façon efficace et vérifier la curarisation en faisant des pauses. Ne pas dérecruter. Augmenter la PEP en regardant l'hémodynamique et notamment dans les atteintes bilatérales non lobaires. Si on a une radio, par exemple, voilà, là, il n'y a pas de problème pour augmenter la PEP. Normalement, elle est bien tolérée. Rajouter du NO inhalé si on en a à disposition. Et puis, se déstresser si on a une SAT qui a plus de 75-80%. OK, c'est une maladie très hypoxémique. Il faut enclencher les filières ECMO, mais on est arrivé dans une situation où on a mis le malade dans une relative sécurité si on ne l'aggrave pas. Écoutez, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à toutes vos questions.